Mesdames et messieurs, salut à tous. Bienvenue à cette deuxième série de la musicologie passionnément complexe. Cette deuxième série portant sur les lois constitutionnelles régissant la construction des gammes diatoniques. Bien, le chemin étant très long, nous allons tout de suite commencer par définir ce que c'est que la Constitution. Déjà à l'école, on nous disait que le mot le plus long de l'Académie française était anticonstitutionnellement. Voilà, ça c'est en passant pour rire un peu. Voilà, donc définissons déjà ce que c'est que la Constitution. Voilà, donc nous aurons deux définitions de la Constitution. En premier temps, nous allons définir la Constitution comme étant l'ensemble des lois et des principes de pays décrivant ou encore déterminant les droits et les devoirs des citoyens. Je reprends. La Constitution est l'ensemble des droits, l'ensemble des lois et des principes d'un pays décrivant ou encore déterminant les droits et les devoirs des citoyens. Eh bien, en deuxième définition, nous allons ramener cette définition du concept de la Constitution dans notre contexte de musicologie. Nous dirons que la Constitution est l'ensemble des lois et des principes régissant la construction des gammes diatoniques. La Constitution est l'ensemble des lois et des principes de la musicologie régissant la construction des gammes diatoniques. Prenons par exemple dans un pays le cas d'un citoyen qui respecte la loi. Ok? En anglais, on l'appelle un law-abiding citizen, un citoyen qui est respectant de la loi. Ok? Ce dernier est ami de la loi, il est protégé par la loi, et quant à ce pays-là, il est un bon citoyen. Ok? Donc, dans le même pays, nous avons notre citoyen qui lui, ne respecte pas la loi en vigueur. Ok? Ce dernier est un ennemi de la loi. C'est un hors-la-loi. Ok? Et quant à ce pays-là, c'est un mauvais citoyen. Et la loi a prévu une sanction, une punition pour de tels citoyens, justement parce que un pan de la loi est correctionnel. Ramenons cette illustration dans notre contexte. Le pays, c'est la musicologie. Le citoyen ou la citoyenne, c'est la gamme diatonique. La loi en vigueur, pour ce premier cours, c'est la loi des tons. Lorsqu'une gamme diatonique dans sa construction respectera la loi des tons, elle sera amie de la loi, elle sera protégée par la loi, et quant à la musicologie, elle sera déclarée gamme existante, bonne gamme. Prenons encore, lorsqu'une gamme diatonique ne respectera pas dans sa construction la loi des tons, elle sera ennemie de la loi, elle sera hors la loi,
ok? Et quant à la musicologie, elle sera une mauvaise gamme et l'ascension tombe en ce fait qu'elle subira une suppression et elle n'existe pas, cette gamme-là. Donc, l'objectif de ce cours, justement, est de répertorier les gammes diatoniques qui, de façon mathématique, existent. On pouvait tout juste parler ou alors vous démontrer qu'il y a des gammes diatoniques qui existent de façon mathématique, mais c'est aussi très important de vous prouver qu'il y a des gammes diatoniques qui n'existent pas, qui ne respectent pas la loi. Voyons un peu déjà ce que la loi veut dire, ce que le principe veut dire. Voilà, bon, mon trait n'est pas très droit. La loi est définie comme cette règle officielle à laquelle tout le monde doit obéir. La loi est définie comme cette règle officielle. Ce n'est pas une règle du sous-quartier, c'est une règle officielle à laquelle tout le monde doit obéir. D'où l'expression « nul n'est censé ignorer la loi ». Nul. Alors, quand vous voyez un instrumentiste ou un musicien, voilà, vous dire on joue dans telle gamme. Déjà qu'on ne joue pas dans une gamme, j'arrive. Ou alors, on est dans telle gamme, ok? Et cette gamme-là, mathématiquement parlant, est non existante. Eh bien, c'est très simple. Ce gars, il est ignorant de la loi. La deuxième expression encore, c'est « nul n'est au-dessus de la loi ». Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, la gamme diatonique qui ne respecte pas dans sa construction la loi est supprimée, est punie, est sanctionnée par une suppression et n'existe pas. On ne fait que parler avec des mots, mais dans la partie B de ce cours, on sera totalement mathématique. On va vous prouver de façon mathématique qu'il y a des gammes qui existent et celles qui n'existent pas. Ça vous annonce que ce cours est d'une tonalité assez sérieuse. Ok? Il y a beaucoup de faux là-dehors, beaucoup de bluffeurs. Aujourd'hui, on apporte une clarté à ce sujet. Définissons ce que c'est que le principe. Vous comprendrez pourquoi est-ce que loi et principe sont adjoints, sont mis ensemble. Okay? Le principe est défini comme cet élément, cette règle, cet élément, cette règle ayant une influence majeure sur la façon dont quelque chose est fait. Voilà la définition du principe. Ramenons cette définition dans notre contexte. Le principe est défini comme cet élément, cette règle ayant une influence majeure sur la façon dont les gammes diatoniques sont construites. Pour le cas d'espèce, ce principe est celui des tons. Vous ne pouvez pas le contourner, mesdames et messieurs. Alors, nous allons commencer notre cours. Dans un premier temps, puisque c'est le tout premier cours de cette série, ok, nous aurons, je crois, 4 cours dans cette série. Chaque cours étant gouverné par une loi constitutionnelle. Ok? Et par rapport à une loi, ok, nous aurons un cours totalement différent avec sa couleur, mais la conclusion sera toujours la même parce que la musicologie est une science exacte. Je vous l'ai déjà dit,
Lorsqu'une théorie a été avancée, allez à gauche, allez à droite, vous reviendrez à the same conclusion, à la même conclusion. Alors donc, dans un premier temps, nous serons totalement explicatifs, ok? Nous allons voir une somme de définitions. Nous allons faire intervenir 3 ou 4 chapitres, ok, dans le courant de cette leçon, en étroit rapport avec ce cours, chapitres sans lesquels votre cours sur les gammes est totalement aérien. C'est pour ça que la musicologie jusqu'ici n'a pas décollé, parce qu'elle est restée statique. Non, les cours en musicologie sont dynamiques. Ok? Ils bougent, ils bougent. Vous verrez cette leçon faire appel à d'autres chapitres pour être consolidée. Oh, you're gonna see it. You will see it. Vous allez voir ça. Ok? Donc, premièrement, ok, nous allons être un peu large pour ce premier cours. On va parler des gammes dans un sens un peu large, ok? Faire intervenir, c'est un chapitre très nécessaire pour la construction de ce cours. Et puis, finalement, en deuxième partie, nous serons totalement démonstratifs. Nous allons nous jeter de manière vorace sur l'objectif de notre cours qui est de répertorier mathématiquement sur application mathématique des tons, parce que quand on parle des tons, mesdames et messieurs, on est en mathématiques musicales, totalement. Je vous exhorte à aller étudier les tons, c'est le 3e cours de notre première série. Ok, on en vient. Allez étudier si vous voulez comprendre ce cours dans sa profondeur. Ok, quand on sera sur notre objectif, finalement, vous le saurez, parce qu'on ne parlera plus. On sera totalement démonstratif. Application mathématique. Alors tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons commencer par définir ce que c'est la gamme d'une part et la gamme diatonique d'une autre part. Je vous ai dit, moi je n'ai pas d'espace, donc je vais toujours effacer, mais vous avez la vidéo. C'est parti.
Voilà, mesdames et messieurs, la légende est définie comme cette notice explicative placée à un coin du tableau, fut-il au-dessus ou en dessous, qu'il faudrait lire, à lire. C'est pas tout juste pour meubler l'espace, non. Il faut lire cette notice explicative qui est la légende parce que vous retrouverez ces indices dans le courant de notre leçon. C'est très important. On ne fait rien pour rien ici. OK? Donc voilà, vous l'avez. Moi, je vais effacer le tableau parce que j'ai besoin d'espace. La gamme est définie comme un ensemble de 8 notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes conjointes selon la loi de la tonalité. Reprenons cette définition en ressortant les mots-clés. Toujours, la gamme est un ensemble de 8 notes conjointes selon la loi de la tonalité. Voilà. La gamme est un ensemble de 8 notes conjointes selon la loi de la tonalité. Dit comme ça semble rien. Voyons ce que ça veut dire. Définissons la gamme diatonique. La gamme diatonique est une progression ascendante ou descendante. La gamme diatonique est une progression ascendante ou descendante de notes par mouvement conjoint, disons-le d'abord, sur l'étendue d'une octave et selon la loi de la tonalité. Voilà, tout ce que ça veut dire. On reprend avec les mots-clés. La gamme diatonique est cette progression ascendante ou descendante de notes par mouvement conjoint sur l'étendue d'une octave et selon la loi de la tonalité. OK. Mesdames et messieurs, faisons un rapprochement analogique, une analyse analogique sur les mots-clés de ces deux définitions. Il est clair. OK.
en conclusion, au sortir de tout ceci, que gamme, simplement dit, est exactement égal à gamme diatonique. Donc, qui dit gamme a dit gamme diatonique. Pardon. Alors, que quelqu'un ne vous dise pas, par exemple, jouez-moi la gamme de sol. OK? Et vous jouez la gamme diatonique de sol. Pardon. Et il vous dit, non, je parlais de la gamme pentatonique ou la gamme blues. Non, c'est faux. Il aurait dû dire, OK? Il aurait dû dire, OK, de jouer la gamme pentatonique. Qui dit gamme a exactement dit gamme diatonique. OK, on commence par là. Qui dit gamme a dit gamme diatonique. Qui dit gamme a dit gamme majeure. On discute par là-dessus. C'est un peu comme qui dit 3 a dit 3 positif. 3 ne sera jamais égal à 3 négatif. OK? Si c'est 3 moins, vous dites 3 moins. J'emploie le chiffre 3 parce qu'il a un étroit rapport avec la nature majeure. OK? Donc, en fait, le titre de ce cours, c'est des lois constitutionnelles régissant la construction des gammes majeures. Des gammes diatoniques majeures ou des gammes majeures. Mais on a omis justement volontairement l'élément majeur parce que ça nous aurait amené à étudier ici déjà les natures des gammes, okay, ce qui ne rentre pas dans la performance ou dans le programme, dans le niveau prévu par ce cours. Okay. Toutefois, après cette série, la troisième série, okay, après celle-ci, la troisième parlera de la nature des gammes, des modes secondaires, des accords et leurs arpèges. Cette fois-là, l'arpège n'est pas l'émission successive de toutes les notes d'un accord. Non, ce n'est pas l'arpège. À ce moment-là, l'arpège, c'est les analyses portées sur tout ce que je viens de citer. Il ne faut pas manquer ce cours-là. Donc, pour l'instant, souffrez de voir majeur, tout juste, c'est la nature. Donc, qui dit 3 a dit automatiquement 3 plus. OK? Donc, qui dit gamme a automatiquement dit gamme plus, gamme majeure. Donc, logiquement, on dit gamme diatonique majeure. Quand on dit gamme diatonique majeure, il y a clairement un sous-entendu qui apparaît, c'est qu'il y a une autre gamme qui n'est pas majeure, mais qui cette fois-là a la nature mineure. J'aurais souhaité que ce soit l'objectif de ce cours. Je fais quand même une petite virgule là-dessus, justement pour avoir la gamme relative mineure de votre gamme majeure. Vous allez seulement à une tierce mineure descendante, ça veut dire un ton plus un demi-ton diatonique. Allez étudier les tons. OK? C'est le troisième cours de la première série. Alright? Là, vous retrouvez exactement ce qu'on appelle le mode éolien. Et le mode éolien et la gamme diatonique, OK, ont exactement le même ensemble de notes, OK, que pour diversifier, pour différencier, on est allé sur le même mode éolien, on a altéré son 7e degré d'un accident ascendant et on est désormais rendu à ce qu'on appelle le mode mineur harmonique qui est désormais le mode mineur de la gamme majeure. Passons là-dessus, c'est tout juste instructif. OK?
Donc, maintenant, qui dit gamme diatonique, qui dit gamme majeure, a dit gamme diatonique majeure. Il est important de préciser que diatonique veut dire toute progression naturelle des tons et demi-tons. Toute progression naturelle des tons et demi-tons. Donc, en fait, diatonique veut dire naturel. Qui dit gamme diatonique majeure a dit gamme naturelle majeure. Oh, I love this. Qui dit gamme naturelle majeure a dit gamme 0. Ha ha ha. Ha ha ha. Gamme 0, pourquoi? Je vais vous dire gamme 0 parce que la gamme diatonique est dépourvue d'altération. Ça commence à devenir inquiétant. Est-ce que ce gars, c'est ce qu'il dit? Oui. Vous me direz, mais il y a des gammes avec des dièses, il y a des gammes avec des bémols. Je vous dirai, oui, je vous renverrai dans notre premier cours de la première série. OK? Quand on parle à ce moment-là du rapport entre les notes et les sons. Ça veut dire entre les représentants et les représentés. Les représentés étant plus importants que les représentants. Ça veut dire le son étant plus important que les notes qui les représentent. OK? Donc, d'une gamme à une autre, c'est vraiment pas l'objectif de notre cours, mais je fais toujours une virgule. OK? D'une gamme à une autre, l'étendue de notes change, mais la progression sonore est exactement la même. Parlons des gammes diatoniques. Exactement la même. Pourquoi? Parce qu'en gamme diatonique, on fonctionne en résonance naturelle des corps sonores tels que prévus par l'échelle musicale. OK? Vous n'aurez jamais Do, Do, dièse, Ré, dièse, Mi, Fa, Fa, dièse, Sol. Non, ça c'est la gamme chromatique, c'est pas diatonique. Il n'y a pas de chromatisme dans la gamme diatonique. C'est bon? On va développer tout ça. Prenons par exemple ceux qui font partition pour musique vocale comprendront exactement de quoi est-ce qu'il en retourne, de quoi est-ce que l'on parle là. Prenons par exemple le cadre des gammes, okay, dans l'enchaînement des gammes par ordre de dièse. Okay. Les armures sont constituées des accidents ascendants. On vous dira que partant de votre dernier dièse, okay, vous montez au degré supérieur suivant, vous tombez directement sur votre octave qui devient votre nouveau Do. Ça veut dire que si votre dernier dièse est sur une ligne, vous irez à l'intervalle suivant. Si votre dernier dièse est sur un intervalle, vous irez sur la prochaine ligne et vous tomberez sur votre nouvelle octave qui deviendra votre nouveau Do. Do, justement, qui veut désormais dire point de départ. Do n'est plus seulement la note constitutive okay, de la gamme diatonique de Do. Do veut dire point de départ. C'est pour ça que peu importe la gamme que vous prendrez, votre première note, okay, vous donnera toujours la résonance du Do. C'est par exemple le cas de la gamme de Ré. Okay. La gamme diatonique majeure de Ré, son troisième degré. Dans son troisième degré, vous avez un Fa altéré d'un accident ascendant qui vous donne, en fait, ce dièse est placé là pour ressortir la résonance naturelle du Mi. J'aurais souhaité que l'on ait assez de temps pour en parler, mais croyez-moi, c'est la gamme 0. OK? Donc, si c'est gamme 0, c'est aussi la gamme Bécard.
Bécard en anglo-saxon veut simplement dire natural. Natural qui nous renvoie donc à ça. La gamme naturelle, c'est la gamme Bécard. OK? Mais dans un sens mathématique, c'est pas tellement vrai parce que quand on est en train d'étudier les altérations, que je vous suggère d'aller regarder, c'est le deuxième cours de notre première série, le cours sur les altérations. On va dire que le Bécard traduit un retour d'une dérivée futée par un accident ascendant ou descendant à son état fondamental, à son état naturel. Par exemple, le cas, vous avez en partition OK? Vous avez une même note. Dans un premier temps, cette note est altérée d'un dièse et par la suite, vous avez un Bécard. Ça veut dire que dans le premier temps, vous devez jouer votre note diésée, mais par la suite, le Bécard vous dit, cette fois-ci, ne la jouez plus altérée, mais plutôt jouez-la de façon naturelle, telle qu'elle. Donc, croyez-moi, la gamme naturelle, c'est la gamme 0, c'est la gamme Bécard. OK? Bien, donc maintenant, nous allons nous attaquer aux définitions, aux mots-clés, pardon, aux mots-clés des définitions, OK, de la gamme et de la gamme diatonique. Tout de suite. Bien, nous allons commencer par parler des notes conjointes. OK? Vous verrez tout de suite cette leçon faire appel, OK, à un autre chapitre. Cette leçon va faire intervenir un autre chapitre. Vous le verrez de par vous-même. On ne fait rien par hasard. Chapitre sans lequel votre cours sur les gammes est totalement incomplet, aérien. Regardez ça. Vous avez les notes conjointes. Les notes conjointes qui sont obtenues par mouvement conjoint. Et quand on parle de mouvement conjoint, mesdames et messieurs, on est exactement en de plein pied dans le chapitre sur les mouvements mélodiques. Sans le cours sur les mouvements mélodiques, vous ne comprendrez pas ce que c'est qu'un mouvement conjoint, ce que c'est que des notes conjointes, donc vous ne comprendrez pas votre cours sur les gammes. Tout de suite, des mouvements mélodiques. Commençons déjà par définir ce que c'est qu'un mouvement. Mesdames et messieurs, quand on parle de mouvement, en fait, en musique, on ne parle pas du fait de faire un mouvement sur place, du fait de bouger. Non, mesdames et messieurs, quand on parle de mouvement en musique, on fait allusion à une motion. This is really important. Alors,
Quand on parle de motion, la motion est définie comme ce déplacement, vous voyez. Donc, le mouvement, ce n'est pas un mouvement sur place, non. La motion est définie comme ce déplacement dans une direction précise, ok, vers une destination précise. Je reprends. La motion est définie comme ce déplacement dans une direction précise vers une destination précise. C'est pour ça que l'on parle des gens qui font de la motion sans direction. C'est par exemple le cas de bon nombre d'instrumentistes, de musiciens, ok, qui ont appris une suite d'accords, ok, et puis qui les habitent comme ça et qui disent oh, c'est comme ça que ça sonne, c'est joli. Non, vous devez savoir ce que vous allez faire avant même de le faire. Vous devez penser avant de parler. Parce que chaque fois, mesdames et messieurs, que vous vous tenez derrière votre instrument de musique et que vous vous mettez à jouer, eh bien, vous êtes en train de parler. Eh bien, en musique, on ne fait que d'émotions. On ne fait que ça. On est toujours en train d'aller d'une note vers une autre note, vers une autre note, vers une autre note, et ainsi de suite. Ce qui nous amène à voir ce que c'est que la mélodie. Alright? Bien, la mélodie est définie comme cette émission successive de plusieurs sons différents. Je reprends. La mélodie est définie comme cette émission successive de plusieurs sons différents. Vous voyez, c'est des motions. En contraire de l'harmonie qui est définie comme cette émission simultanée de plusieurs sons différents. Ça me rappelle la définition de quelque chose d'autre. L'accord est défini comme un ensemble de notes disposées de manière à être jouées de façon simultanée. Donc, quand vous parlez accord, mesdames et messieurs, vous êtes exactement dans l'harmonie. OK? Bien. Donc, revenons sur notre affaire de mélodie. La mélodie est définie comme cette émission successive de plusieurs sons différents. Donc, mesdames et messieurs, chaque fois que vous faites plusieurs sons différents, automatiquement, vous obtenez une mélodie. Et ainsi de suite. OK? Donc, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Donc, nous pouvons donc désormais définir un mouvement mélodique comme étant une émission successive ou alors une succession de deux notes différentes. Succession parce que c'est une motion, un déplacement vers, ok, et forcément vers quelque chose de différent. Donc, le mouvement mélodique est défini comme cette succession de deux notes différentes. Alors, this. OK? Donc, voyons combien de types de mouvements mélodiques avons-nous?
Bien, mesdames et messieurs, le mouvement mélodique conjoint est défini. Vous voyez, vous devez toujours avoir les définitions des concepts pour mieux vous en servir. Chaque concept prend son sens depuis sa définition. Alright? Donc, le mouvement mélodique conjoint ou la motion mélodique conjointe est définie comme la succession de deux notes différentes, d'accord? Parce que c'est une mélodie, ça forme une mélodie, et voisine. Donc, le mouvement mélodique est défini comme la succession de deux notes différentes et voisines, et qui sont voisines. Par exemple, donc, partant de Do, je vous demande de me faire un mouvement conjoint de Do. Vous voyez, j'ai rien dit, c'est pour ça que c'est toujours important d'indiquer la direction, parce que c'est une motion. On dira toujours un mouvement mélodique ascendant ou descendant. On indiquera toujours la direction. Ok? Même si dans le cours des intervalles, on vous dit qu'un intervalle d'emblée doit être considéré comme étant ascendant. D'emblée, c'est toutefois très important de signifier la direction parce que vous faites des motions. Alors, partant de Do, faites-moi un mouvement conjoint ascendant. De Do, vous avez le Ré, notre voisine. Ne me dites pas Do dièse, on en a déjà parlé. Ok, on est en résonance naturelle ici. Donc, partant de Mi, faites-moi un mouvement conjoint descendant, vous aurez toujours le Ré. Partant de Mi, un mouvement conjoint ascendant, vous avez le Fa et ainsi de suite. Partant de Do, un mouvement conjoint disjoint, conjoint descendant, pardon, vous avez le Si et ainsi de suite. Pardon. Vous voyez donc que ici, en mouvement conjoint, nous sommes contraints. Nous ne sommes pas libres de nos mouvements. Voyons le cas du mouvement mélodique disjoint ou de la motion mélodique disjointe. C'est quoi sa définition? Vous voyez, si vous voulez pouvoir vous servir de cette notion, vous devez avoir sa définition. Bien, donc, le mouvement disjoint est défini comme cette succession de deux notes différentes déjà et qui ne sont pas voisines. Ok? Le mouvement disjoint est défini comme la succession de deux notes différentes et non voisines. Donc, partant de Do, faites-moi un mouvement disjoint ascendant, tout ce qui n'est pas voisin à Do. Donc, le Sol, tout ce qui n'est pas voisin au Sol, le Si, tout ce qui n'est pas voisin, et ainsi de suite. Vous voyez que en mouvement disjoint, je suis libre de mes mouvements. Donc, de ces deux éléments, mesdames et messieurs, il ressort une conclusion extrêmement puissante sur laquelle beaucoup d'instrumentistes font des leurs. Un peu partout dans le monde, ok, ont des sens erronés, eu égard aux gammes, ok. De ces deux, il ressort une conclusion tellement puissante que je me réserve, ok, de révéler quand on sera dans le troisième cours de cette série, ok, quand on sera en train de construire les gammes diatoniques selon la loi constitutionnelle de la tonalité. Là, on reparlera de cette conclusion, de ce qu'il en ressort, mais toutefois, c'est important de nous souvenir que les gammes diatoniques sont construites sur des mouvements conjoints de contraintes. On en reparlera. Donc, mesdames et messieurs, voilà donc les deux mouvements qui construisent votre mélodie. Si vous avez une mélodie, elle est forcément constituée ou composée de ces deux mouvements. Automatiquement. Ok? Donc, à 99,99%, il vous sera difficile d'avoir une mélodie constituée d'un seul mouvement mélodique. C'est presque impossible. Ok? Vous aurez toujours les deux. Un morceau peut commencer conjoint, conjoint, conjoint et virer par la suite en disjoint ou alors commencer disjoint, disjoint, ensuite virer conjoint ou alors mixer les deux. Vous aurez toujours ces deux mouvements.
Je reprends un exemple d'un morceau, ok, mondialement connu. Ce morceau est connu par tout le monde, le fameux Frère Jacques. Frère Jacques, tout le monde connaît cet air-là. Je n'aurai pas besoin d'aller jusqu'aux 10 premières syllabes de ce morceau. Je prends, mesdames et messieurs, les 4 premières syllabes de Frère Jacques. Les 4 premières syllabes, j'ai déjà ces 2 mouvements. Depuis les 4 premières syllabes. Voyons ce que ça donne. Voilà, on précise que c'est Do 1 et Do 1. Ça veut dire qu'ici, on retourne au Do de départ. Sinon, ce serait Frère Jacques. Non, 8 là-bas, non. Frère Jacques, on revient au Do de départ. Donc, peu importe votre gamme, c'est pour ça que l'on parle de gamme 0, peu importe votre gamme, ok, vous jouerez des notes qui vous ressortiront ces sons Do, Ré, Mi, Do. Ok, donc les 3 premières notes de votre gamme vous sortiront cette mélodie. Ok, ce bout de mélodie. Voyons donc ce que ça donne. De Do à Ré, frère, Re, vous avez un mouvement conjoint ascendant. De Ré à Mi, de Re à Jacques, vous avez un mouvement conjoint ascendant, mais de Ja à Que, ok, de Ja à Que, retour sur le Do, vous aurez exactement un mouvement disjoint descendant. Partant de ce Do qui retourne ici, ok? Vous aurez un mouvement disjoint descendant. Voilà, vous voyez que seulement les 4 premières syllabes de cet air-là vous donnent les 2 mouvements déjà. Votre mélodie est constituée de ces 2 mouvements. Essayez, ok, vous avez tout ce qu'il faut, les définitions. Vous prenez une mélodie et essayez de ressortir les mouvements qui s'y trouvent. Donc, quand vous connaissez quand vous avez cette connaissance, votre façon d'écouter change, vos analyses mélodiques changent, vous pouvez produire des mélodies en centaines sans vous répéter une seule fois. C'est intéressant. Bien, donc nous allons aussi définir maintenant ce que c'est l'octave. Alright. Donc voilà, on aura 2 définitions de l'octave. En premier temps, si on scinde le mot octave en syllabes, ok, vous voyez, ça opt ici, la première syllabe opt renvoie au chiffre 8. C'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que octobre n'est pas le 8e mois de l'année, je sais pas. Alright. Donc, partant du fait que oct renvoie au chiffre 8, l'octave est donc définie comme un ensemble de 8 notes, mais ce n'est pas tout,
commençant et s'achevant par la même note. L'octave, un ensemble de 8 éléments. Pour notre contexte, de 8 notes commençant et s'achevant par la même note. Prenons la deuxième définition de l'octave, qui est la définition originelle même de l'octave, qui nous amène à étudier ce que l'on appelle la série. À la base, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, parce que tout le monde connaît Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. À la base, on n'a pas 8 notes. À la base, la musique est constituée de 7 notes fondamentales. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais qu'est-ce qui se passe pour que la 8e note soit ajoutée? D'où est-ce que ça vient? Est-ce le fait du hasard? Non, mesdames et messieurs. À la base, on n'a pas 8 notes, on a 7 notes. Alors, comment est-ce que l'on fait pour avoir désormais 8 notes, pour avoir l'octave? Vous voyez, c'est très important d'avoir l'origine, la source, la provenance, l'étymologie des notions. Alright, on va donc vous dire que les 7 notes fondamentales de la musique forment ce qu'on appelle l'échelle musicale d'une part et une série d'une autre part. Ici c'est les séries qui nous intéressent. On vous dira donc que une série peut être superposable. Et quand on dit superposable, on ne superpose pas en dessous, on superpose au-dessus. On superpose, donc on pose sur. Donc une série peut être superposable, c'est-à-dire portée à l'aigu. Et cette superposition, justement, n'est rien d'autre que la série principale portée à l'aigu que l'on appelle désormais série voisine. Les deux étant aussi désormais voisines l'une de l'autre. Donc la série principale et la série voisine expriment le même ensemble de notes, mais tout juste à la différence que en série principale, les notes sont graves ou inférieures, si vous voulez, et en série voisine, les notes sont aiguës. On peut aussi noter qu'une série peut être plusieurs fois superposable. Pour l'instant, on va s'arrêter à la première superposition, qui est la première série voisine. Maintenant, par isolement de la première note de la série voisine, par adjonction de cette dernière à la série principale, on est désormais rendu à 8 notes, d'où la définition de l'octave comme étant la distance qui sépare deux notes de même nom, mais appartenant à deux séries voisines. I feel like clapping now. Je reprends. L'octave est définie comme la distance qui sépare deux notes de même nom, mais appartenant à deux séries voisines. C'est impressionnant parce que si on met une octave, par exemple, Do et puis Do, on va se rendre compte que ce premier Do, il est grave ou inférieur, ce deuxième, lui, il est aigu, c'est le même Do, mais c'est le Do aigu cette fois-là, qui est la preuve que ce Do qui est aigu n'appartient pas à cette première série, mais à la série voisine. Il a été détaché et adjoint à la série principale. Ayant donc connaissance de la provenance de cette octave, on peut désormais considérer, mesdames et messieurs, la série voisine comme une source, une réserve de notes. On peut désormais étendre notre série principale. On peut avoir des 8e, des 9e, des 16e, des 20e, pardon, et ainsi de suite. J'aurais souhaité en parler, mais ce n'est pas l'objectif de ce cours. Eh bien, donc maintenant, mesdames et messieurs, nous allons, la loi de la tonalité, on ne la touche pas parce que c'est la loi constitutionnelle qui va régir la construction des gammes diatonées quand on sera dans le 3e cours de cette série. Donc voilà, on se réserve la loi de la tonalité. Donc maintenant, mesdames et messieurs, on va toucher les 2 derniers chapitres qui s'imbriquent à cette leçon pour la consolider. Alright, avant
finalement de nous jeter de façon vorace sur notre objectif, l'objectif même de ce cours, qui est de répertorier les gammes diatoniques de façon mathématique, ok, les gammes qui existent et celles qui n'existent pas. La première des deux gammes qui nous restent, des deux chapitres qui nous restent à voir là tout de suite, c'est des éléments vérificateurs de la véracité d'une gamme diatonique tout de suite.